Je m'appelle Pierre-Étienne Meunier, je suis mathématicien de formation, j'ai passé quelques années dans le monde académique. À la sortie du Covid, j'ai eu la chance de rencontrer un bailleur social qui avait un gros problème, c'est qu'il avait installé des panneaux solaires sur ses bâtiments et il savait pas trop quoi faire de l'énergie. C'est un domaine que je connaissais pas du tout. On a commencé à creuser un peu le sujet et puis on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème intéressant à résoudre qui appelait plein de domaines, des maths, de l'informatique, l'économie, de la sociologie. J'ai commencé à travailler là-dessus. Ça fait une bonne année, disons un an et demi que je bosse avec eux et on a une solution qui est prête à sortir. Le premier bâtiment a été mis en service le 15 juillet dernier. Entre-temps, l'énergie est devenue un domaine absolument crucial, stratégique, dont on parle tous les jours dans les médias. J'ai eu juste un tout petit temps d'avance dans ma formation sur le sujet par rapport aux spécialistes qui s'y intéressent. Maintenant, j'ai des solutions qui permettent de rendre la grille électrique autonome, indépendante, résiliente, et en même temps d'organiser un ajout récent, d'organiser l'effacement des particuliers. Ça veut dire de permettre aux particuliers de vendre leurs actions de sobriété sur les marchés. C'est un oiseau migrateur qui doit faire des réserves avant de s'envoler pour faire des longs voyages et qui a besoin d'être à la fois sobre et en même temps qui a une façon de voler qui est pas très efficace ou pas très élégante on va dire, mais qui arrive à faire des voyages incroyables grâce à ses réserves. Donc c'est ça l'idée, c'est de lisser les pics, d'utiliser l'énergie quand il y en a, de continuer à voyager quoi. Ma société, c'est mes valeurs. C'est pas qu'elle répond à des valeurs, c'est toutes mes valeurs qui sont écrites dedans. Il y a de la curiosité, il y a de l'innovation, il y a de la créativité, il y a de la recherche aussi, de la science. Puis ça touche à peu près tous les domaines qui m'intéressent. Ça me permet de découvrir de nouveaux horizons. Le développement des énergies renouvelables et surtout comment on fait pour les développer sans passer forcément par l'investissement public. Donc comment on peut utiliser justement la puissance publique comme levier pour mobiliser le privé. Non mais ça n'a aucun sens de mettre un versus dans cette phrase. Énergie atomique et énergie renouvelable, on a besoin de tout. On a besoin de toutes les énergies décarbonées. C'est pas mon avis, c'est l'avis de tous les experts. On a par exemple le rapport RTE qui est sorti l'année dernière, qui a été mon livre de chevet pendant plusieurs semaines, qui décrit exactement comment est-ce qu'on doit faire pour avoir un mix énergétique qui est résilient, pas cher, aligné avec notre industrie, le futur stratégique de la France, et puis surtout qui utilise au mieux notre capital existant, notre capital national existant, qui est nos centrales nucléaires. Si on devait mettre un versus là-dedans, il y a des questions, à mon avis, plus crucial, c'est comment est-ce qu'on finance. Donc moi je prétends que Coturnix peut apporter une partie de la solution pour le financement des énergies renouvelables. Pour le financement du nucléaire, c'est un débat qui est absolument passionnant. Comment est-ce qu'on peut faire à la fois en économie pour arriver à faire des investissements qui sont rentables et qu'on arrive à financer. Comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à trouver des solutions qui nous permettent d'emprunter sur les marchés pour financer le développement des nouveaux réacteurs. Comment on planifie en fait les futurs réacteurs nucléaires. Les EPR, c'est pas un design qui est très avancé. On a des idées de design qui traînent dans les cartons qui sont bien meilleures que l'EPR, même que le PR2, et comment est-ce qu'on les finance, comment est-ce qu'on les fait passer du stade de R&D à un stade de production. D'autres pays sont en train de faire ça en ce moment, les Chinois viennent de démarrer un réacteur à sel fondu au thorium, moi je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire partout. On peut même faire des SMR aussi au thorium qui peuvent permettre de faire des réseaux de chaleur urbains. Il y a plein d'idées, même pour le nucléaire qui sont super, plein d'idées pour le renouvelable qui sont super. On a besoin de tout le monde. L'urgence c'est de sortir du carbone. Ouais, le stockage, c'est souvent ce qu'on avance comme problème quand on dit énergie renouvelable, on dit stockage. Plusieurs réponses à ça. Première réponse un peu naïve, c'est de dire que nous, en Savoie, on est un peu les experts du stockage d'énergie, puisque on a fait du stockage d'énergie avant tout le monde, et on a eu le plus grand barrage du monde à une époque, quoi. On peut faire des steps qui permettent de pomper l'eau qui est en aval, on la repompe dans les barrages avec le surplus d'énergie renouvelable, le surplus d'éolien, le surplus de solaire. Donc ça, c'est possible. Quand on s'intéresse en détail au problème, on se rend compte qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça, de transfert par pompage. C'est des dispositifs qui sont peu efficaces. Il y a beaucoup de pertes d'électricité entre la remontée de l'eau et la redescente de l'eau. Un meilleur système, c'est un système comme Coturnix qui permet de partager l'énergie au moment où elle est là. Mutualiser des dispositifs d'énergie renouvelable, utiliser l'énergie quand il y en a en fait. Donc ça va nous demander d'apprendre tous collectivement à changer nos usages et changer notre façon de consommer. Est-ce qu'on fait du repassage? Quand est-ce qu'on cuisine, etc. Ça, c'est des questions qu'on doit se poser tous collectivement. Et je pense, enfin en tout cas j'espère que Coturnix est une partie de la solution à ce problème-là. En tout cas je l'ai conçu pour ça. Sur l'autoconsommation collective, c'est la mutualisation de moyens de production d'énergie renouvelable locale. Par exemple, dans une association, une entreprise, une mairie aussi peut organiser une opération d'autoconsommation collective. On note les numéros de tous nos compteurs Linky, donc les panneaux solaires et les microcentrales hydroélectriques, elles sont aussi reliées à des compteurs Linky. Donc on va le présenter à Enedis en disant voilà, nous on veut mutualiser tous ces moyens de production-là. Ce que ça permet de faire, c'est des échanges d'énergie au niveau local. On dit à Enedis, bah voilà, quand il y a de l'énergie solaire ou de l'énergie de microcentrales hydroélectriques, plutôt que de prendre de l'énergie chez des fournisseurs loin, ou chez EDF par exemple, ou Total, ou Engie, ou sur les marchés, etc. On va la prendre en local. Et après, on se débrouille pour gérer la facturation entre nous, on s'arrange. Il y a des compteurs partout, de toute façon, on sait qui a produit quoi à quel moment.
On sait qui a consommé quoi à quel moment. Et donc après, on dit tous les mois à Enedis, voilà, on va faire le partage comme ça. Et après, nous, dans l'association, dans la mairie, dans l'entreprise qui gère ça, on s'arrange pour partager, payer la ville de Lyon qui a accès à vouloir mettre des panneaux solaires sur tous leurs bâtiments. Donc ils ont fait appel à moi en fait pour gérer ça et partager l'énergie efficacement. La terminologie, elle est très confuse en fait. On peut dire autoconsommation, c'est le fait de consommer l'énergie qu'on a produite. On peut aussi dire autoproduction, c'est le fait de produire l'énergie qu'on a consommée. On a l'impression que c'est un peu un jeu sur les mots. Quand on regarde bien, l'autoconsommation, ça veut dire qu'on va mettre des panneaux solaires et puis on va essayer de consommer tout ce que ça produit. Quitte à parfois consommer de l'énergie pour rien ou à gaspiller de l'énergie. Alors que quand on vise l'autoproduction, en fait, c'est à mon avis plus intéressant. On vise l'autonomie énergétique. Par exemple, si on faisait ça sur la commune de Bourg-Saint-Maurice, l'objectif ce serait de couvrir toute notre consommation avec la production locale. Un autre terme que je préfère, c'est le terme de communauté énergétique. On se rend compte quand on les met en place, qu'on travaille avec des sociologues, qu'en fait, il y a beaucoup plus que juste le partage de l'énergie. Il y a le fait de créer du commun, de créer de la richesse commune, en fait. Et même s'il y a des mécanismes économiques qui sont tout à fait classiques, bêtement financiers, en fait, ça permet quand même aux consommateurs et aux producteurs de se mettre ensemble dans une organisation commune pour dire, ok, comment est-ce qu'on produit notre énergie, comment est-ce qu'on devient résilient, comment est-ce qu'on devient autonome, indépendant, tous ensemble, collectivement. Donc, dans plusieurs opérations d'autoconsommation collective, on s'est rendu compte que les gens étaient en fait très motivés par cette question-là de se retrouver, de jouer ensemble peut-être, ou pas, en tout cas de parler des panneaux solaires, et puis sans doute un peu plus, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur les panneaux solaires en fait. Il y a plein de réponses. La première réponse, je viens un peu de la donner. Pourquoi est-ce qu'on consommerait pas sa production locale? On va dire philosophiquement ou en tout cas éthiquement, ça a du sens. Les utilisateurs sont bêtement des homo economicus, comme on dit, qui cherchent uniquement leur propre intérêt, qui cherchent uniquement à maximiser leur rentabilité. Il y a 10 ans, quand EDF a commencé à investir dans des panneaux solaires, en fait, les tarifs de rachat étaient très intéressants. 3 fois le prix de l'électricité sur le marché. On pouvait rentabiliser un panneau solaire très très rapidement. On s'est rendu compte que ça avait conduit à certaines aberrations. Donc par exemple, des gens qui louent des toits gratuitement avec des contrats à 20 ans. Et quand les contrats changent ou quand les conditions changent, on peut pas les déloger ou récupérer leur production pour la consommer localement. L'énergie solaire, elle est évidemment beaucoup plus disponible en été et elle est aussi beaucoup plus disponible en milieu de journée en fait. En fait, EDF, il en a pas tellement besoin à ces moments-là. C'est de l'énergie qu'on dit fatale en fait sur les marchés. Ça veut dire que souvent EDF est même obligé de payer pour s'en débarrasser. Et la grille électrique, en fait, elle doit toujours être à l'équilibre entre production et consommation. Quand il y a une surproduction, on est obligé de faire quelque chose en fait. On est obligé de se débarrasser de l'électricité en la consommant d'une façon ou d'une autre, en arrêtant un réacteur nucléaire. L'avantage de l'énergie solaire par rapport à d'autres énergies renouvelables, c'est qu'elle est très prévisible. On sait prévoir très très bien combien on va produire en moyenne dans les quelques heures à venir, même dans les quelques jours à venir. Après, on peut anticiper les cycles de mise en route et de mise à l'arrêt des réacteurs nucléaires. J'ai pas énormément de clients, mais j'ai des très très gros. Mon premier client, en fait, ça a été Aliade Habitat, filiale Auvergne-Rhône-Alpes du groupe Action Logement. Et donc, j'ai décidé de simplement me focaliser sur quelques clients que je pouvais approcher qui avaient des gros problèmes de passage à l'échelle. Un des problèmes d'Aliade Habitat, eux, ils cherchent à minimiser les charges de leurs locataires. Pourquoi? On pourrait se dire un bailleur social chercherait à minimiser la facture d'électricité de ses locataires. C'est pas eux qui la payent, c'est le locataire. Et ils la payent directement à leur fournisseur d'énergie. En fait, c'est parce qu'un locataire qui est en précarité énergétique peut-être arrêter de payer ses factures. Ça va faire des logements qui vont être moins bien entretenus. Ça va faire aussi des locataires qui risquent de se retrouver à pas pouvoir payer leur loyer. Ils peuvent être expulsés de leur appartement, ce qui implique des coûts d'expulsion, des frais juridiques, des coûts sociaux pour aller retraiter les appartements, peut-être les remettre en état, faire des états des lieux. En gros, ils ont un grand paquet de coûts qui sont associés au turnover des locataires. En fait. Et donc eux, leur but, c'est de minimiser le turnover. Ils se sont rendus compte de ça et ils ont dit, comment on fait? On va leur donner de l'énergie gratuitement. Et en fait, pour eux, c'est rentable d'acheter des panneaux solaires et de donner l'énergie gratuitement à leurs locataires. Très intéressant de travailler avec ces gens-là parce qu'en fait, ils ont des problèmes de passage à l'échelle incroyables et c'est des problèmes qui, moi, m'intéressent. En informatique, très souvent, ce qui est intéressant, c'est de faire des choses qui passent à l'échelle et qui ont le potentiel, en tout cas, de répondre à une demande énorme. J'ai approché des gens plus petits, des locaux, mais par exemple, j'ai approché des petits bailleurs sociaux à Chambéry qui, eux, voient pas vraiment ces problèmes parce que simplement, ils les ont pas, en fait. Et donc, eux, ils comprennent pas tellement l'intérêt de l'autoconsommation collective parce que eux, l'énergie, c'est pas leur métier. Ils ont pas moyen de se rendre compte de ces problèmes. Quand je me suis rendu compte de ça, ça m'a vraiment conforté dans ma stratégie. Je vais pas aller courir derrière des prospects qui seront jamais des clients parce qu'ils voient pas qu'ils pourraient avoir ce besoin-là, parce que peut-être simplement ils l'ont même pas du tout en vrai.
En commercial, ça m'intéresse de parler à des très gros parce qu'on peut passer à l'échelle tout de suite. Et évidemment que l'objectif, c'est de faire en sorte de développer des solutions d'automatisation pour qu'en fait, n'importe qui puisse utiliser ma solution. Et je suis en contact très très régulièrement avec les administrations des services informatiques de Enedis, RTE, de gens comme ça, pour comprendre comment est-ce qu'on peut automatiser un peu leur processus interne, sachant que c'est des gens qui ont pas vraiment une culture de l'informatique, qui ont une culture de l'électricité, et qui ont tendance à faire un peu n'importe quoi en informatique. Mais un de mes chevaux de bataille, c'est d'arriver à faire sortir la France du Minitel de l'énergie. En fait, j'ai parlé avec un ancien sénateur cette semaine qui me racontait que il a fait partie de la commission qui a mis en place le compteur Linky. Une des questions qu'il a eues pour le chef du projet, c'était est-ce que vous avez pas peur de mettre en place un Minitel de l'énergie avec ce truc? Il est là, le Minitel de l'énergie. Le compteur Linky, c'est un truc génial. On a été la première nation au monde à être connecté à Internet tous, et la dernière à être vraiment connecté à Internet. C'est quand même un paradoxe vraiment fou. Enfin, il faut vraiment être français pour faire ce genre de truc. On a eu Internet avant tout le monde, et on a eu vraiment le vrai Internet après tout le monde. C'est n'importe quoi. On a été des précurseurs à ce compteur. C'est une invention géniale. Le design est extraordinaire. C'est très très bien conçu. Les services informatiques derrière, ils suivent pas du tout parce qu'il n'y a pas de culture de l'informatique et que tout a été sous-traité à des gens qui rajoutent des couches de complexité par-dessus d'autres couches de complexité. Ça fonctionne pas du tout. Ce que je trouve une prouesse d'ingénierie, c'est qu'on avait un système électrique existant et qu'il a bien fallu l'utiliser. Le coup de génie de Linky, c'est d'arriver à faire un compteur communicant qui avait pas besoin d'installer quoi que ce soit d'autre que juste un compteur. Donc par exemple, on a un compteur communicant qui transmet tout sur courant porteur. Un ingénieur de maintenant, il dirait on va mettre des puces 4G dans les compteurs Linky et on va transmettre l'information comme ça. Et ça aurait marché. Le problème, c'est qu'on aurait dû s'assurer que tous les foyers avaient une bonne réception 4G, etc. Alors que là, tous les foyers étaient déjà connectés au réseau d'Enedis. Le coup de génie, ça a été de dire on va utiliser au maximum l'existant. Je prends un autre exemple, c'est les heures creuses. Dans les tableaux électriques français, on a presque tous ce petit commutateur qui se met en route à 23h et qui s'arrête à 7h le matin. Ça dépend des forfaits maintenant. Un truc génial dans Linky, ça a été de dire, ok, comment on utilise ce truc-là, en fait. Et la façon de l'utiliser, c'était que le compteur Linky, en fait, il est capable de filtrer l'impulsion qui vient du réseau pour pas la retransmettre en aval dans le circuit domestique. Mais par contre, lui, de programmer lui-même une impulsion pour se brancher directement sur les systèmes existants. Donc en fait, votre fournisseur d'énergie, il peut programmer votre compteur Linky pour les heures creuses à l'heure où il a envie, en fait. On a le potentiel, en tout cas, avec le compteur Linky, de faire des trucs incroyables, et on l'exploite pas du tout. Moi, une des façons dont j'aimerais utiliser le compteur Linky, c'est que j'aimerais bien pouvoir le programmer pour le mettre en route les chauffe-eau quand il y a de l'énergie solaire, par exemple. Avant qu'Enedis me laisse faire, je sais qu'il va couler de l'eau sous les ponts. En tout cas, c'est des choses qu'on peut imaginer dans le futur. Donc, je prie pour qu'on reste pas au Minitel de l'énergie, mais qu'on arrive à prendre le virage correctement cette fois-ci, quoi. Linky, c'est l'outil parfait pour ça. C'est juste qu'il faut accepter de s'en servir. Il faut que l'État accepte de lâcher un peu de l'est. Aujourd'hui, on laisse faire le marché pour faire n'importe quoi. On a des fournisseurs qui ont exploité l'électricité d'EDF pendant 20 ans ou 12 ans depuis l'ouverture du marché et qui aujourd'hui, quand c'est un peu la crise, ils se retirent du marché. Iberdrola, par exemple, qui vient d'annoncer son retrait du marché français après avoir profité des subventions publiques pendant 12 ans. Il y a le marché, il a vraiment son mot à dire. Mais la façon dont il est organisé aujourd'hui, c'est la catastrophe.